Économie Le Max sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au sommaire, aujourd'hui, un scrutin sans enjeu mais sous haute tension. L'Égypte élit aujourd'hui et demain son nouveau président. Victoire programmée pour le maréchal Al-Sisi, mais des lendemains menaçants. L'économie est en chantier, chômage, inflation, déficit. La dette publique atteint 99% du PIB. Quelles solutions sont proposées? On voit tout cela dans un instant. Les corollaires de cette instabilité en Égypte, les recettes touristiques dégringolent depuis 3 ans. 6 milliards de dollars l'an dernier contre 12 milliards en 2010. Une mission prioritaire pour le pouvoir, le retour de la sécurité. Nous ferons le point sur l'état du secteur à Sharm el-Cheikh en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. D'abord, l'actualité économique mondiale en bref et retour sur le séisme politique hier soir à l'annonce des résultats des européennes. La poussée attendue des extrêmes a bien eu lieu avec un symbole, le triomphe en France du Front National. Score historique au-dessus des 25%, près de 28% en Grèce pour la gauche radicale Syriza. On peut parler d'un vote sanction contre les politiques d'austérité à l'issue d'une campagne largement dominée par les thèmes économiques. Et face à la déroute de son camp, le PS, le Premier ministre français Manuel Valls n'entend pas pour autant changer de cap. Vous voulez que je mente aux Français? Que je leur dise qu'il ne faut pas faire des efforts? Qu'il ne faut pas baisser les déficits? Qu'il ne faut pas baisser la dette qui pèse et qui étrangle notre pays depuis des années? Qu'on fasse peser cette dette et ces déficits sur les prochaines générations? Vous voulez que je leur dise qu'il ne faut pas soutenir les entreprises? Non, je crois que nous devons continuer, expliquer et surtout qu'il y ait, oui, des résultats concrets. Il faut de nouvelles baisses d'impôts, notamment de l'impôt sur le revenu, parce que ces impôts, cette fiscalité pèse lourdement sur les couches populaires et sur les classes moyennes. Alors, quel impact auront ces résultats sur le climat des affaires dans la zone euro? Lionel Friedfeld, notre analyste financier, est en ligne avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour David. Alors, est-ce que cette vague d'euroscepticisme peut avoir des effets sur l'investissement? Alors effectivement, les europhobes en fait ont provoqué ce séisme qu'on a vu. Au Parlement, il n'y a aucune majorité qui semble se dégager. En France, vous l'avez mentionné avec le FN, qui casse constamment l'Union européenne et ses politiques d'austérité. En fait, on voit aujourd'hui que ça a peu d'influence sur les marchés financiers. Premièrement, parce que les indicateurs sont relativement au vert ce matin. Deuxièmement, parce que la parité euro-dollar est stable. Et troisièmement, c'est que le leadership de l'Allemagne se renforcé et que l'Italie et l'Allemagne, qui avaient les faveurs de marché, ont encore une belle poussée des marchés. Et la France, qui avait décroché, notamment on le voit d'un point de vue économique. Et en fait, les marchés avaient intégré déjà cette donnée aujourd'hui sur les marchés. Merci Lionel pour cet éclairage. Et dans le reste de l'actualité éco, cette OPA amicale du groupe français de services informatiques Atos sur Bull, son compatriote. Bull, le dernier constructeur informatique français. Une offre de 620 millions d'euros soutenue par les deux entreprises. L'objectif est de créer le numéro 1 européen du stockage de données à distance, le cloud. Les synergies de coûts sont estimées à 80 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la nouvelle entité pourrait dépasser les 10 milliards d'euros. Des nouvelles de l'Inde, un lundi marqué par l'investiture au poste de Premier ministre du grand vainqueur des législatives, le nationaliste Narendra Modi. Elle s'accompagne d'un regain d'optimisme de la part des investisseurs. La roupie a ainsi réalisé la meilleure performance d'Asie ce mois-ci, plus de 2,5%. Mais la tendance s'inverse sur fond de rumeurs de rachat de dollars par la Banque centrale. Eh bien, la monnaie indienne a à nouveau reculé aujourd'hui à son plus bas niveau en 4 mois. La Banque centrale indienne qui craint qu'une roupie pas assez basse ne pénalise les exportations. Et puis en Israël, la Banque centrale confirme ses craintes. L'économie du pays est en phase de ralentissement. À l'appui, un indice qui regroupe les exportations, les importations et la production industrielle. Son nom, l'indice de l'état de l'économie. Et il montre un deuxième mois consécutif de stagnation, plus 0,04% seulement. La croissance du PIB, elle a ralenti à 2,1% en taux annuel au premier trimestre. L'inflation en avril a atteint son plus bas niveau en 11 ans. Où va l'Égypte? 3 ans après la chute de Moubarak, 1 an après celle des frères musulmans, c'est dans un climat d'instabilité que le pays choisit son président. Vous le voyez, peu de suspense autour de l'issue du vote. En revanche, beaucoup de risques pour l'après-élection. À 13% du PIB, le déficit n'est plus tenable. La dette publique dépassera cette année les 100% de la richesse et le taux de chômage, tout comme les inégalités, s'accroissent. Un bilan alarmant que passe en revue Anthony Lesme. Après avoir écrasé dans le sang le pouvoir islamiste, le général Al-Sisi devrait remporter les élections présidentielles des 26 et 27 mai. Au pouvoir depuis 1 an, les difficultés économiques agitent toujours et encore le pays.
Les prix flambent et la dette du pays explose. La croissance patine à 1,8% et conséquence, le chômage atteint aujourd'hui les 13% de la population active. Pire, selon la Banque africaine de développement, 39% des 20-24 ans sont sans emploi. Actuellement, il n'y a pas de travail du tout. Un jour je travaille, un autre rien. Les possibilités sont limitées. Et même le jour où vous travaillez, le salaire n'est pas suffisant pour couvrir la vie de tous les jours. Pour se rendre populaire, le général Al-Sisi souhaite généraliser un mécanisme de contrôle des prix sur les denrées alimentaires, mais aussi sur l'énergie. En même temps, il s'inquiète d'une fuite des capitaux et d'un manque de devises. Une seule solution, la reprise économique, qui selon le général arriverait dans 2 ans. Plus la situation économique s'améliore, plus la monnaie pourra s'améliorer et vice-versa. Nous avons besoin de mesures pour stimuler l'économie et verser beaucoup d'argent dans les marchés du pays. Aussi, il y aura une réelle amélioration ressentie par les citoyens et l'Égypte entrera dans une meilleure phase. Suivant les conseils du FMI, de la Banque mondiale et des pays du Golfe, Abdel Fattah al-Sisi a lancé un grand programme de libéralisation, marqué notamment par l'ouverture du marché des télécoms à la concurrence. Objectif, casser un système économique habitué aux subventions d'État. En échange de sa bonne volonté, le gouvernement intérimaire a reçu plus de 15 milliards de dollars de pays tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore le Koweït. Si nous avons plus de moyens, nous avons désormais la possibilité de former plus de personnes. Aussi, on peut donner plus de qualité à la formation de nos jeunes gens. Reste que la situation des Égyptiens se détériore au quotidien. Sous-alimentation, coupure d'électricité, 40% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Le pouvoir craint toujours l'exaspération du peuple et une nouvelle contestation du régime. Voilà, faut-il redouter une 3e révolution ? En tout cas, les mêmes ingrédients qui ont transformé la crise sociale en contestation populaire sont toujours bien présents. Alors en ligne avec nous pour en parler, Pascal Devaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste senior chez BNP Paribas et spécialiste du Moyen-Orient. Alors d'abord, une croissance trop faible, on l'a vu, un chômage toujours au plus haut. Pourquoi l'Égypte, depuis la chute de Moubarak, ne s'en sort pas ? On imagine que ce n'est pas uniquement de la faute de l'instabilité et de l'insécurité. Alors oui, l'instabilité et l'insécurité jouent quand même, c'est quand même le premier élément qui joue parce que ça a notamment un impact sur, par exemple, la fréquentation touristique qui est très sensible à l'environnement sécuritaire. Et on voit qu'actuellement, la fréquentation touristique a baissé de pratiquement 1/3 par rapport à ce qu'elle était avant la crise. Mais il est vrai que ce qui compte le plus en termes de perspective économique, c'est la situation notamment des finances publiques. Et de ce côté-là, on a clairement un pays qui va dans l'impasse avec un déficit public qui dépasse largement les 10%. On devrait être à peu près 12% cette année. On était à 14% l'année passée, 14% du PIB. Ça alimente une dette qui est pratiquement équivalente à 100% du PIB. Et par ailleurs, on a une tension sur la liquidité en dollars qui reste importante malgré le soutien des pays du Golfe, puisqu'on a un niveau de réserve de change qui reste proche des 3 mois d'importation, ce qui est plutôt un niveau extrêmement alarmant. Et ce sont les pays du Golfe qui ont maintenu jusqu'à présent l'Égypte au-dessus de l'eau, tête au-dessus de l'eau, d'après vous ? Oui, tout à fait. On peut estimer que du point de vue des finances externes, pas des finances publiques, mais des finances externes, l'Égypte a un besoin de financement de 15 milliards de dollars. Et c'est à peu près ce que l'Égypte a obtenu depuis le mois de juillet 2013 de la part des pays du Golfe. Alors au niveau des solutions, Abdel Fattah al-Sisi, le favori, joue gros. Comment peut-il redresser le pays ? Ça passe par de la dépense publique justement, on risque de creuser la dette, ou d'abord par le retour de la sécurité et donc des gages de confiance peut-être pour les investisseurs ? Alors ce qui est vraiment important pour la situation égyptienne, c'est la situation des finances publiques. On sait que c'est le point principal de difficulté en Égypte. Et dans ces finances publiques, ce qui est vraiment problématique, ce sont les subventions, notamment les subventions à l'énergie. Ces subventions sont à peu près équivalentes à 1/3 des dépenses, donc ce qui est énorme. En plus, ça incite les gens à énormément consommer d'énergie et on a vu que depuis à peu près 2 ans, l'Égypte importe plus d'énergie qu'elle n'en exporte, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ce qui creuse encore plus, c'est des déficits extérieurs. Ouais. Donc il y a vraiment une priorité, c'est la réforme des finances publiques. Mais on sait que cette réforme a et aura un coût social très important et on n'est pas sûr pour l'instant que le général Sisi, étant donné qu'il bénéficie d'un soutien très important des pays du Golfe,
soit prêt à mettre en place ces réformes d'une manière assez active. Alors l'Égypte, c'est une puissance régionale, on le sait, et plutôt un facteur de stabilité pour l'ensemble du Moyen-Orient. Est-ce que les investisseurs dans la région sont rassurés plutôt par le profil d'Al-Sisi, par ses ambitions économiques ? Alors c'est assez difficile à dire parce que pour l'instant on n'a pas vraiment de direction de politique économique de la part d'Al-Sisi. Je crois que la plupart des investisseurs sont un petit peu rassurés surtout par le soutien des pays du Golfe, mais ça reste un retour de la confiance extrêmement temporaire. Il y a un peu plus d'investissement qui provient des pays du Golfe, notamment des Émirats arabes unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des investissements étrangers proviennent soit des États-Unis ou des pays européens. Et pour l'instant, les pays européens et les États-Unis restent extrêmement prudents vis-à-vis de l'économie égyptienne. Alors en quelques mots par rapport à la situation qui prévalait sous les frères musulmans ou sous Hosni Moubarak, est-ce qu'on peut dire que l'Égypte a évité le pire, la faillite, ou bien le niveau de menace pour l'économie reste le même à peu près ? Alors c'est vrai que depuis le mois de juillet 2013, la situation s'est un peu améliorée parce qu'on a notamment ce soutien des pays du Golfe. Ça a permis au gouvernement de mettre en place un plan de relance, donc en deux phases. Une phase au mois de novembre passé, une phase qui est actuellement en cours. Ce plan de relance a à peu près 3% du PIB, donc ça aura un impact positif sur l'activité économique du pays. Merci mais Pascal Deveau. Un impact uniquement à court terme. Merci Pascal Deveau d'avoir répondu à nos questions. Voilà, et peut-on s'étonner au vu de cette instabilité en Égypte des mauvais chiffres du tourisme ? Les recettes du secteur ont tout simplement été divisées par 2 en 3 ans. Pour relancer ce pilier de l'économie nationale, cette source précieuse de devises, eh bien le prochain président devra rassurer sur le plan sécuritaire. À Sharm el-Sheikh, les professionnels veulent y croire. Johanna Citruc. Quelques vacanciers sur la plage, mais la plupart des transats sont vides. À Sharm el-Sheikh, les touristes se font de plus en plus rares. Il y a des touristes, mais peu. La ville n'est jamais vide de touristes, mais ils sont peu nombreux. Mais cela reflète une tendance plus générale en Égypte. En 2013, les recettes du secteur du tourisme s'élevaient à près de 6 milliards de dollars, contre 12 milliards et demi en 2010. Une diminution de moitié. La raison ? Le pays souffre d'instabilité politique depuis la chute du président Hosni Moubarak début 2011. Depuis la Révolution, ce que je gagne est à peine suffisant pour mes dépenses, surtout que la vie est chère ici. Un des objectifs majeurs du nouveau président sera donc de relancer le tourisme, secteur clé de l'économie égyptienne. Nous voulons celui qui rendra la vie meilleure en Égypte, pour le tourisme et pour tout le reste. J'espère que celui qui sera élu, qui que ce soit, Sisi ou Sabahi, fera du bien au pays. L'important, c'est que le pays aille bien. Mais les habitants de Sharm el-Sheikh semblent avoir déjà fait leur choix. Partout dans les rues, un seul visage, celui de l'ex-maréchal Abdel Fattah al-Sisi. On l'aura compris, c'est le favori de cette élection. Et il est temps de passer au Media Watch. La revue de presse et après la gloire viennent les critiques pour la star des économistes, le français Thomas Piketty. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors les médias se déchaînent sur l'apôtre de la lutte contre les inégalités. Oui, aujourd'hui donc son livre Le Capital au XXIe siècle, c'est plus de 100 000 exemplaires écoulés en France et environ 400 000 aux États-Unis. Ce livre est considéré comme un véritable best-seller par de nombreux médias, mais aussi par des pointures de l'économie comme les prix Nobel Joseph Stiglitz et Paul Krugman. Mais son auteur, donc Thomas Piketty, aurait pu y faire quelques erreurs, des erreurs de calcul. C'est en tout cas ce que dit un article du Financial Times dans une édition publiée le samedi 24 mai. Alors de quelle erreur s'agit-il ? Est-ce que ce sont des erreurs graves ? Alors, ce sont des petites erreurs. Plusieurs sont évoquées par cet article. Il y a des erreurs de retranscription par rapport aux sources d'origine. Il y a des erreurs d'ajustement. Des chiffres sont ajustés un petit peu de façon arbitraire. Il y a aussi des erreurs de comparaison. Des éléments sont comparés alors qu'ils ne sont pas forcément comparables. Et puis, il y a aussi des erreurs de formule puisque souvent, il y a plusieurs méthodes de calcul qui sont possibles pour obtenir une même variable, un même indicateur économique. Alors, c'est pas vraiment un problème si on utilise la même méthode du début à la fin. Le problème, c'est que Thomas Piketty en utiliserait des différentes tout au long de son ouvrage. Donc finalement, ça fait plein de petites erreurs qui pourraient fausser ces résultats, fausser les conclusions. Des conclusions qui disent que les inégalités économiques se sont aggravées, qu'elles sont de plus en plus importantes. Et pour le prouver, les journalistes du Financial Times ont refait les calculs avec des chiffres qui leur semblaient être les bons.
Et ils obtiennent des résultats complètement différents. Pour eux, les inégalités n'ont quasiment pas bougé depuis 50 ans. Alors la question, c'est comment l'intéressé répond à ces critiques? Alors en fait, pour se défendre, Thomas Piketty a expliqué que toutes ces petites erreurs, ça ne changeait pas fondamentalement le résultat final, la conclusion finale. Et puis il a aussi expliqué qu'il avait les mêmes conclusions que beaucoup d'autres études, que beaucoup d'autres économistes qui étaient donc d'accord avec lui. Un débat qui reste ouvert, une belle bataille entre les écoles, les théories. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur Tnuva, géant israélien de l'agroalimentaire racheté par un groupe chinois la semaine dernière. Et l'info continue, restez avec nous.